Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, le Burkina Faso, responsable politique de l'opposition et représentants de la société civile ont finalement conclu un accord. Il s'agit d'organiser la transition. Le lieutenant-colonel Zida promet de rendre le pouvoir aux civils d'ici 15 jours. Et ce pari réussi pour le gouvernement de la Catalogne pour ou contre l'indépendance de cette région espagnole. Le oui l'emporterait à plus de 80% selon des résultats provisoires. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Après plusieurs heures de discussion, l'opposition et la société civile burkinabé ont finalement validé un projet commun de charte de la transition. Le texte doit être transmis ce lundi aux autorités militaires pour examen. De son côté, le lieutenant-colonel Zida promet de rendre le pouvoir aux civils d'ici 15 jours. Les négociations finales ont duré 3 heures. 3 heures de débat intense dimanche entre l'opposition et la société civile pour adopter une charte de transition. Le document, d'une dizaine de pages, fixe les contours d'un régime civil provisoire. Il prévoit la nomination d'un président civil, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition composée de 90 députés. Un cadre politique, mais également des valeurs pour favoriser un retour à la paix. Nous avons rappelé les valeurs qui sont dans la Constitution, comme l'intégrité. Nous y attachons un prix le plus fort, la dignité. Faire en sorte que nous soyons un pays de tolérance pour éviter l'exclusion barbare. Une étape importante d'un processus laborieux. La semaine dernière, lors d'une réunion de crise, des représentants de la société civile et de l'opposition ont menacé de claquer la porte des négociations. En cause, la présence des membres de l'ex-majorité favorable à l'ancien président Blaise Compaoré. Prochaine étape de cette transition longue et difficile, la charte doit être transmise ce lundi aux autorités militaires pour examen. La place de l'armée dans le régime de transition devra alors être définie. Le lieutenant-colonel Zida, actuellement à la tête du pays, a prévenu. Il rendra le pouvoir aux civils d'ici à 2 semaines. Mais hors de question de quitter la scène politique. L'officier veut assurer la sécurité du pays jusqu'à la présidentielle qui pourrait se tenir dans 1 an. Et par rapport à cette charte de la transition qui a été validée, je vous propose d'écouter le professeur Augustin Loada, constitutionnaliste et directeur du Centre pour la gouvernance démocratique. Il revient ici sur les grandes orientations de cette charte au micro de notre envoyé spécial Abdoulaye Bari. La charte de transition à proprement parler, elle s'articule autour de deux grandes parties. Il y a les organes de l'exécutif, plus particulièrement le président de la transition et le premier ministre de la transition. Et puis il y a aussi ce que nous avons appelé le Parlement de la transition. En appui de ces organes clés, il y a aussi des organes techniques de la transition qui ont été proposés dans cette charte. Il s'agit d'une commission de réforme et de réconciliation nationale. Et puis, il s'agit aussi d'un conseil de défense et de sécurité qui doit venir en appui au Parlement de transition et à l'exécutif de transition. Il a été prévu un Parlement de transition pour faire le travail législatif qui est nécessaire dans tout État moderne, qui serait composé non seulement de représentants des partis politiques, de l'opposition actuelle, mais aussi des organisations de la société civile, sans oublier naturellement les militaires qui constituent aussi une composante du peuple. Et par ailleurs, le président mauritanien Mohamed Abdelaziz est arrivé au Burkina Faso. Ce matin, il a été accueilli à l'arrivée par le lieutenant-colonel Isaac Zida. Les autorités ivoiriennes et l'UNICEF viennent de conduire une mission de suivi des activités de prévention au virus Ebola, des sessions de sensibilisation et d'information dans les communautés et écoles dans l'ouest du pays, notamment à Tunepleu, ville frontalière au Libéria.
Un vœu cher à ces tout-petits. La fièvre Ebola ne doit pas pénétrer sur le territoire ivoirien. Nous sommes à Toulepleu, ville frontalière au Libéria, un des pays touchés par cette pandémie. Ici, la sensibilisation est menée depuis le mois d'avril dernier. L'UNICEF conduit donc une mission de suivi des activités de prévention. Session de sensibilisation dans les communautés et écoles de la ville pour inculquer les bonnes pratiques. Pour ne pas attraper Ebola, il faut laver les mains régulièrement, éviter de saluer tes camarades. Il ne faut pas manger les animaux de brousse. Il ne faut pas serrer la main. Nous avons des réunions. Souvent, les femmes se retrouvent et nous, les leaders, nous faisons tout pour leur parler de l'Ebola. Si la Côte d'Ivoire affiche toujours 0 cas d'Ebola, c'est grâce à l'effort conjugué des autorités gouvernementales. Nous demandons aux populations de rester vigilants, d'être constamment en éveil, de porter à notre camp, à notre connaissance, tous les cas, toutes les situations, toutes les entrées non autorisées des gens qui rentrent du Libéria, qui rentrent de Guinée. Il faut qu'immédiatement les services de santé soient informés. Cette campagne se déroulera sur 6 mois. Elle permettra de toucher 1063 écoles primaires. 154 centres de santé seront aussi équipés en kits d'hygiène et en dispositifs de lavage des mains. Conférence mondiale de l'UNESCO sur le développement durable et l'éducation. La rencontre s'est ouverte ce lundi. En marge de cette conférence, la princesse Lala Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, s'est entretenue hier à Nagoya avec le ministre japonais de l'éducation, invité d'honneur de cette rencontre. Au menu des échanges, l'éducation, la protection de la biodiversité et le développement durable. La culture dans les stratégies nationales de développement, expérience et perspective, c'est le thème de la rencontre internationale de haut niveau qui vient de se tenir à Dakar au Sénégal. Objectif, faire de la culture un levier de croissance. Agir est moins écologue, c'est là la conviction des participants à cette rencontre consacrée à la place de la culture dans les stratégies de développement. Une sorte de plan d'action reposant sur 4 axes à partir de Dakar pour lever les blocages à la réussite des stratégies élaborées et faciliter le financement consacré au secteur de la culture. Au-delà du renforcement des capacités des ressources humaines et la gouvernance du secteur, il y a aussi l'appui aux groupes cibles et les indicateurs à définir pour la part de la culture dans l'économie d'un pays. Pas parce qu'on fait la loi à la place des États, mais c'est que nous, on travaille par appropriation. On parle des préoccupations des États pour les accompagner. Ces rencontres qui marquent une nouvelle étape dans l'action de la francophonie en faveur de la prise en compte de la culture dans la planification de développement, dans les stratégies de développement. Pas seulement la francophonie, mais l'État du Sénégal également. Il est également apparu comme une forte évidence la nécessité d'augmenter les ressources financières étatiques accordées à la culture. Et à ce titre, il nous faudra faire évoluer nos approches en nous recentrant davantage sur l'appropriation nécessaire par les populations ainsi que la concertation et le partage. Des organismes comme l'UNESCO, l'Union européenne, la Banque mondiale ont participé à la réflexion. Le ministre de la Culture du Sénégal, au-delà des échanges d'expériences, souhaite une deuxième rencontre de ce genre, mais à un niveau local. Le sommet Asie-Pacifique du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique se tient à Pékin. Il rassemble 21 pays et territoires riverains de l'océan Pacifique qui représentent la moitié de la richesse mondiale. Barack Obama, présent à cette rencontre, vient de s'exprimer. On l'écoute. Sur les 5 prochaines années, on estime qu'environ 50% de la croissance mondiale hors États-Unis sera produite ici même en Asie. Par conséquent, cette région représente une opportunité incroyable pour créer des emplois et de la croissance pour les États-Unis. Tout décideur américain sérieux le reconnaît, qu'il soit en politique ou dans le monde des affaires.
Et je vous l'annonçais en titre, le vote symbolique sur l'indépendance de la Catalogne était un succès total, a déclaré hier soir le président du gouvernement autonome catalan. Les autorités régionales ont annoncé une participation de plus de 2 millions de votants. Quelques 80,7% des participants ont voté pour l'indépendance selon des résultats provisoires. Toute la soirée, ces indépendantistes ont célébré ce qu'ils considèrent comme un moment historique. Les opposants à l'indépendance avaient annoncé qu'ils boycotteraient le scrutin de dimanche, mais malgré tout, la participation est élevée. Plus de 2 millions de Catalans se sont prononcés en faveur de l'indépendance, en dépit des obstacles mis sur notre route par le gouvernement espagnol, qui nous dénie le droit de voter. Notre chemin vers l'autodétermination est désormais irréversible. Le président catalan parle, lui, de succès total. Pour lui, la Catalogne a prouvé qu'elle voulait se gouverner seule. Pour l'occasion, Artur Mas s'exprime en anglais et prend la communauté internationale à témoin. Il y a quelques semaines, le monde a pu voir comment une nation appelée l'Écosse a pu voter. On leur a accordé le droit de voter. Ils ont pu arriver à un accord avec les institutions britanniques pour organiser un référendum légal et valide. Si Artur Mas se sert de l'exemple écossais, c'est parce qu'il voudrait un vrai référendum d'autodétermination. Certains plaident simplement pour une plus grande autonomie politique et budgétaire pour la Catalogne. Après les résultats de dimanche, les indépendantistes veulent en tout cas faire pression sur Madrid. Madrid campe ses positions et qualifie le scrutin de dimanche de journée de propagande sans aucune valeur démocratique. Le ministre de la Justice décidera dans les prochains jours d'entreprendre ou non des actions légales contre l'exécutif catalan. En Ukraine, les combats se sont intensifiés ces dernières heures dans l'est du pays. Malgré le cessez-le-feu, les violences ont repris à Donetsk. Grande inquiétude, les renforts signalés dans la région seraient en provenance de la Russie. À Donetsk, le cessez-le-feu conclu entre Kiev et les séparatistes n'a pour l'instant existé que sur le papier. L'accord a été signé début septembre, mais les violences restent quotidiennes. Elles se sont même intensifiées depuis les élections organisées par les séparatistes dans la région il y a une semaine. Les tirs ont recommencé autour du 4 ou 5 novembre, le jour suivant l'inauguration de notre nouveau président. Mais nous sommes habitués au bruit des tirs, les explosions ne nous posent pas de problème. Ce vendredi, les militaires ukrainiens ont affirmé qu'une colonne de chars en provenance de Russie a franchi la frontière. Les observateurs de l'OSCE ont fait état de plusieurs convois lourdement armés. De violents affrontements se poursuivent autour de l'aéroport au nord de Donetsk, épicentre des combats entre rebelles et forces ukrainiennes depuis plusieurs mois. Ce samedi, l'armée ukrainienne a déploré la mort de 8 soldats, la plupart à l'aéroport et dans les environs de la ville. Selon l'ONU, plus de 4000 personnes des civils, pour la plupart, ont été tuées depuis le début du conflit en avril. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. L'information continue sur africabtelevision.com. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.